Bienvenue au balado du campus numérique d'eCampus Ontario, une émission qui s'adresse aux éducateurs et aux apprenants appelés à façonner l'avenir de l'enseignement supérieur à l'ère du numérique et à y participer. Chaque épisode se déroulera sous la forme d'une conversation porteuse et informative avec des chefs de file de l'éducation et d'autres experts qui vous transmettront des points de vue et des stratégies utiles pour naviguer la pédagogie numérique dans le milieu de l'enseignement supérieur d'aujourd'hui et de demain. Le balado du campus numérique est le carrefour où l'innovation rencontre l'éducation supérieure. Bonjour et bienvenue au balado campus numérique avec eCampus Ontario. Je suis votre animatrice Andrea Krasnaï et aujourd'hui, nous nous concentrons sur la synergie de la pédagogie et de la collaboration avec l'industrie pour créer des occasions d'apprentissage intégrées au travail et en fin de compte, façonner des expériences éducatives et des cheminements de carrière. Je suis très heureuse d'accueillir notre expert en la matière aujourd'hui, Marc-André Daou, qui est directeur associé du secteur du développement de carrière et de l'apprentissage expérientiel de l'Université d'Ottawa. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci, Andrea. Ça me fait plaisir d'être ici. On peut se lancer dans notre première question. Pour ceux de notre public qui ne connaissent pas très bien l'apprentissage intégré au travail ou l'AIT, comment décrirais-tu en quelques mots l'apprentissage intégré au travail? Oui, pour l'apprentissage intégré au travail, je pense que c'est important que les gens vraiment utilisent la ressource principale quand ça vient à l'AIT, et c'est vraiment l'Association nationale ECAIT, donc ECAIT, qui est Expérience Coop Apprentissage intégré au travail, qu'ils ont une définition et qui est utilisée comme la définition ou le standard à travers le Canada. Donc, je vous dis, la façon que c'est écrit par l'Association nationale, c'est que c'est une forme d'enseignement expérientiel pédagogique qui intègre aux études postsecondaires d'une personne étudiante des expériences d'apprentissage de qualité en milieu de travail ou dans un cadre pratique. Les expériences d'AIT doivent comprendre un partenariat engagé d'au moins 3 parties: l'établissement postsecondaire, une organisation d'accueil et une personne étudiante. Et ça se fait normalement dans le cadre d'un cours ou d'un programme, et il faut qu'il y ait la réalisation d'objectifs d'apprentissage et une réflexion par rapport à cet apprentissage. Un apprentissage qui se fait vraiment tout au long de la vie ou le cheminement des étudiants. Excellent. Merci pour ce contexte général. Comment as-tu été impliqué dans ce domaine de l'apprentissage intégré au travail? Un peu par chance, disons, parce qu'il y a plusieurs années, moi, je viens du domaine de l'enseignement et puis je voulais continuer à travailler dans le domaine de l'éducation, mais peut-être plus au niveau de l'administration. Et puis, j'ai eu un premier contrat ici à l'université avec les programmes coop et j'ai adoré le travail comme tel, de voir l'épanouissement chez nos étudiants, le développement qui peut se faire du début de leurs études jusqu'à la fin de leurs études. C'est vraiment un domaine très passionnant et c'est fascinant de voir à quel point il peut y avoir une transformation chez nos étudiants grâce à cette expérience professionnelle qu'ils ont dans le milieu du travail. Donc, j'y suis maintenant depuis plus de 20 ans et c'est encore fascinant de voir les histoires de succès de la part de nos étudiants. Wow, c'est intéressant. Le mot-clé qui est resté avec moi, c'est la transformation. Et je pense, super pertinent à ce genre de travail. Et je vais me lancer un peu plus profondément dans ton expérience pour te demander quels sont les défis et les occasions qui se présentent lorsqu'il s'agit de combler le fossé entre le milieu universitaire et l'industrie dans le processus de conception participative de l'apprentissage intégré au travail? Oui, donc un des défis qui existe toujours, et puis ça, je l'ai vu au courant des 20 dernières années, c'est que le marché du travail bouge toujours beaucoup plus vite que le secteur de l'enseignement postsecondaire. Si on prend l'exemple de, disons, des technologies au niveau de l'industrie, les technologies bougent tellement rapidement que c'est difficile pour les cours à l'université de s'adapter en temps réel. À titre d'info, pour qu'un cours puisse changer sa description officielle à l'université, c'est un processus qui passe par plusieurs instances d'approbation. Ça peut être assez long de le faire et souvent dans un domaine comme les technologies, quand on réussit à faire ça, l'adaptation peut déjà être un peu désuète par rapport à la technologie qui est enseignée. Donc, l'apprentissage intégré au travail vient vraiment combler l'écart entre les deux. Donc, ce qu'on utilise souvent, c'est de dire aux étudiants et aux étudiantes,
Ce que vous avez ici dans le cadre de vos cours, c'est l'aspect théorique. Ce que vous allez chercher dans le cadre du travail, c'est l'aspect pratique. Vous allez combiner les deux, vous allez faire une réflexion par rapport aux deux pour avoir un cheminement complet. Oui, et je sais aussi que les statistiques, par exemple, concernant le marché du travail ne reflètent pas la réalité actuelle. Je me rappelle que j'ai lu un document, un rapport par rapport à ça. Donc, ça souligne l'importance d'avoir ces partenaires d'industrie pour assurer que la formation soit pertinente aussi. Oui, absolument. C'est un partage de connaissances et d'expertise. Parce que, comme je disais plus tôt, l'aspect théorique a besoin de l'aspect pratique et l'aspect pratique a besoin de l'aspect théorique. Donc, les deux doivent travailler ensemble pour vraiment créer ce lien-là entre la théorie et la pratique. Et sans les expériences à IT, c'est beaucoup plus difficile pour les étudiants et les étudiantes de vivre cette expérience-là et d'avoir les deux aspects de leur formation. Donc, quand ils ont terminé leur cheminement, s'ils ont eu la chance d'intégrer ou de faire de l'IT dans le cadre de leur programme, ils ont une formation nettement plus approfondie que s'ils n'ont pas la chance de vivre l'aspect pratique aussi. Oui, c'est tout à fait ça. En particulier pour les programmes qui ne sont pas traditionnellement liés à une composante d'apprentissage expérientiel aussi, surtout pour ces étudiants. Oui, c'est ça. Et à l'Université d'Ottawa, là où je travaille, on a l'enseignement coopératif, on a l'apprentissage intégré au travail dans plusieurs domaines. Et même au niveau de coop, qui est souvent la structure la plus connue d'AIT pour les gens, on a coop dans des domaines qu'on appellerait peut-être un peu plus non traditionnels, donc en sciences sociales, tout ce qui est les humanités. Et pour les étudiants, cette exploration du marché du travail, elle est d'autant plus importante pour qu'ils viennent à bout de comprendre la théorie que j'ai ou le programme que je suis en train de suivre m'amène vers quoi, me permet d'ouvrir quelle porte, me permet de développer quelles compétences et de mettre ces compétences-là en pratique dans le marché du travail. Exactement. Et en parlant de l'aspect non traditionnel, je pense que ma prochaine question pour toi, c'est super pertinente. Comment les étudiants peuvent-ils participer activement à la création d'occasions d'apprentissage intégré au travail? Oui, c'est important que les étudiants soient au cœur du processus et aient un rôle à jouer dans la création ou même l'amélioration des formules d'AIT qui existent dans le cadre de l'université ou à l'université. Pour les étudiants qui suivent un AIT à l'Université d'Ottawa, la plupart des expériences vont toujours inclure un aspect de rétroaction ou réflexion de la part de l'étudiant. Et à la fin, probablement un sondage aussi où on cherche cette rétroaction-là pour pouvoir venir à bout de peaufiner l'expérience, d'améliorer l'expérience, de permettre aux autres de vivre quelque chose de plus approfondi. C'est pas tout simplement de dire je fais le travail et je me penche pas sur le travail que j'ai fait. Il doit y avoir cette occasion-là de comprendre le travail qui a été fait, de comprendre le développement de compétences qui a été fait et de comprendre les améliorations qui pourraient être possibles à cette expérience-là ou en vue de la prochaine expérience que les étudiants ou les étudiantes vont vivre. On a aussi, par exemple, la possibilité que les étudiants participent en tant que membres à nos comités de coordination. Comme pour notre cheminement coop ici à l'Université d'Ottawa, on a un comité de coordination. Les étudiants, on a toujours un certain nombre d'étudiants qui y sont membres et le comité se penche non seulement sur l'approbation des nouveaux programmes, la mise en place de nouveaux programmes, la revue des règlements et toutes ces choses-là. Donc, ce sont des étudiants qui viennent à bout de jouer un rôle clé, un rôle de leadership au sein de l'université pour le développement de l'AIT ici à l'université. Il y a aussi tout l'aspect comité étudiant ou des groupes d'étudiants où on cherche, comme on dit plutôt en anglais, les focus groups, où quand vient le temps de créer quelque chose, on crée un groupe consultatif, on inclut des étudiants, on inclut des partenaires, on inclut des gens de l'université pour venir à bout de dresser des expériences qui répondent réellement aux besoins des trois parties. Si on se souvient de la description de l'Association nationale, on veut vraiment un partenariat entre les trois parties. Donc, au niveau de la création, il faut qu'il y ait un lien ou une participation active de la part de ces participants. Oui, tout à fait. Un autre aspect que je pourrais mentionner ici, on a eu deux projets très intéressants au courant de la dernière année où les étudiants ont joué un rôle actif dans la création d'une nouvelle appli pour les étudiants qui font le cheminement coop à l'Université d'Ottawa. Donc, on parle souvent de l'appli créée par les étudiants pour les étudiants. Et c'est sûr que ça passe mieux pour les étudiants qui se disent « Ah, excellent, ça a été créé par ceux qui vivent ou qui participent au programme. Ça devrait plus répondre à nos besoins. » Et on a notre nouvel outil technologique qui est en voie de développement en ce moment.
pour lesquels on a un comité consultatif d'étudiants qu'on rencontre chaque semaine. On leur parle des développements, on leur parle des outils, on va chercher leur rétroaction. Et c'est important qu'ils se sentent impliqués dans le processus et qu'ils se sentent écoutés dans le processus pour que l'outil qui va être ensuite développé ait certaines de cette rétroaction-là dans ce qu'on va voir dans la mise en page. Oh, c'est excellent. J'adore cet exemple et ça me rappelle un peu de mon travail aussi. Je parle fréquemment de la création de ressources pour les Franco par les Franco. Dans notre contexte minoritaire franco-ontarien, je pense que c'est super, super important. Je ne sais pas si tu aimerais ajouter quelque chose de plus. Si tu peux partager soit quelque chose de plus dans ton exemple ou un autre exemple où l'apprentissage intégré au travail a donné des résultats positifs, mesurables pour les étudiants, les employeurs et les établissements? Oui, un des aspects, je dirais, nous, évidemment, en étant dans la capitale nationale, le gouvernement, c'est notre plus gros employeur, le gouvernement fédéral ici dans la région. Et depuis plusieurs années, le gouvernement a un processus qu'on appelle l'intégration des étudiants. En anglais, ils utilisent l'expression bridging. Les étudiants qui ont eu la chance de faire un stage coop ou une expérience de travail dans le cadre de leurs études auprès du gouvernement peuvent être automatiquement ou peuvent avoir accès à des postes à temps plein au sein de la fonction publique sans passer à travers un concours traditionnel. Ce que plusieurs employeurs vont nous dire, c'est que c'est le mécanisme le plus facile pour eux d'embaucher parce que ça peut être un peu long parfois avec le gouvernement pour le processus d'embauche et ils savent que de cette façon, ils peuvent aller chercher des étudiants qui ont déjà eu une expérience, qui sont déjà intégrés, qui comprennent l'environnement et peuvent faciliter la transition vers le marché du travail pour ces étudiants-là. Donc, c'est certain que ce mécanisme-là, quoi qu'il est formalisé pour le gouvernement du Canada, existe ailleurs aussi. Plusieurs des entreprises avec lesquelles on fait affaire nous disent couramment que les étudiants ou c'est-à-dire les employés à temps plein qui vont recruter, ce sont ceux et celles qui ont travaillé avec eux pendant leurs études parce qu'ils ont la chance de les évaluer. Les étudiants et les étudiantes ont la chance de s'adapter au travail, de comprendre la culture, de comprendre l'environnement. Donc, à ce niveau-là, c'est ça l'histoire de succès, c'est que les formules d'AIT permettent aux étudiants et aux étudiantes d'accéder à des occasions de travail à temps plein en se faisant connaître dans le cadre de leurs études. Ça me rappelle un peu de notre outil qu'on utilise dans le consortium d'apprentissage expérience francophone de l'Ontario ou bien connu CAPO. Donc, on utilise la plateforme RightPlan pour non seulement gérer des projets, mais aussi pour essayer de combler des projets, donc de matcher les projets entre l'industrie et partenaires aussi. Et c'est ce concept de talent pipeline, vivier de talent, je pense en français, où les employeurs ont l'occasion par la suite de trouver des talents à long terme dès que les étudiants sont des diplômés ou dans leur dernière année, ils peuvent commencer à travailler à temps plein avec ces employeurs. Donc, ça se rappelle un peu de cette formule, cette structure aussi. Oui, c'est vraiment le mécanisme le plus simple pour les entreprises. D'ailleurs, une des entreprises avec lesquelles on fait affaire ici nous a dit que 80% de leurs nouvelles embauches viennent d'étudiants et étudiantes qui ont fait des expériences d'AIT au sein de leur entreprise. Donc, c'est juste simple. Ils ont eu la chance de les connaître. Ils peuvent les intégrer plus facilement. C'est le meilleur mécanisme. Ils ne sont pas à la recherche de n'importe qui, n'importe où. Ils peuvent vraiment faire affaire ou d'aller puiser dans leur banque, dans leurs ressources de candidats et candidates potentiels. Oui, exactement. Un autre des points qu'on remarque souvent, c'est la performance académique des étudiants qui ont la chance de faire le lien entre la théorie et la pratique, parce qu'on le sait que l'AIT peut motiver les étudiants. On parlait tantôt de domaines un peu plus non traditionnels ou de savoir, bon, mon cheminement me guide vers quoi. L'AIT peut leur donner cette occasion-là de comprendre l'utilité, de comprendre les domaines dans lesquels ils pourraient travailler et d'avoir cette ouverture-là ou cette chance de percer dans le domaine. Ça peut être motivant pour les étudiants de poursuivre leurs études parce qu'ils voient vraiment l'applicabilité directe de leurs connaissances à des situations réelles. En même temps, ça peut faciliter l'apprentissage pour plusieurs étudiants qui ont des styles d'apprentissage différents parce qu'on n'apprend pas tous de la même façon et parfois d'assister à un cours où on nous parle pendant un certain nombre d'heures, c'est plus difficile pour l'étudiant qui doit manipuler, qui doit le faire, qui doit le vivre. Et donc, de pouvoir combiner ces choses-là, ça permet de rejoindre plusieurs styles d'apprentissage. Oui, exactement. Ça me fait penser à des bootcamps, par exemple, où on apprend en faisant. C'est vraiment quelque chose qui est plus dans la pratique et moins de théorie. On applique pendant qu'on apprend aussi.
C'est ça. Le marché du travail aussi nous le dit depuis plusieurs années que ce qu'il cherche, ce sont des futurs candidats et des futures candidates qui sont, comme on dirait, prêts à accéder au marché du travail. C'est-à-dire qu'ils ont la théorie, ils ont la pratique, mais ils ont des compétences clés qu'ils ont eu la chance de développer. Ici, à l'Université d'Ottawa, les étudiants qui participent à l'AIT doivent choisir parmi certaines de nos UO compétences. On a 11 compétences clés à l'université et dans le cadre de leur expérience, les étudiants doivent en choisir quelques-unes et les développer activement en faisant l'expérience AIT. À la fin de leur cheminement, ayant eu la chance de développer certaines de ces UO compétences-là, les étudiants sont davantage prêts à intégrer le marché du travail parce qu'ils ont, comme je disais, la théorie, la pratique et le développement de compétences qui sont jugées essentielles par le marché du travail. Oui, effectivement. L'apprentissage intégré au travail, je pense qu'on est tous d'accord que c'est important. Si on passe à un contexte en français, dans le contexte de l'apprentissage francophone par l'expérience, quelles sont les considérations ou les préférences culturelles uniques qui, à ton avis, devraient être prises en compte en ce qui concerne les étudiants et comment les professeurs et les employeurs peuvent-ils gérer ces aspects efficacement? Je pense que le premier aspect ou le plus important, c'est vraiment tout simplement de pouvoir offrir des expériences pleinement en français pour l'AIT. Et souvent, c'est un des défis pour les stagiaires. Au moment d'entreprendre l'expérience, ils ne savent pas toujours si l'environnement de travail sera entièrement français, entièrement en anglais. Donc, pour nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment pour nous, je parle de l'université dans le cadre du recrutement de ces expériences-là, on doit s'assurer que pour un cours en français ou pour un stage où l'étudiant le vit en français, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'environnement est réellement en français, que l'expérience pourra être pleinement vécue en français? On le sait parfois avec les femmes, puis je le dis moi-même en tant que francophone, on a tendance à changer automatiquement l'anglais parce qu'on voit que c'est peut-être plus facile pour l'ensemble du groupe, mais c'est important que les étudiants puissent avoir la chance de vivre une expérience pleinement en français. Oui, c'est intéressant d'entendre les défis de votre côté, de notre côté avec le CAPO. On essaie de vraiment combler ces lacunes dans le secteur francophone en Ontario en utilisant la plateforme que je mentionnais tantôt, le RightBand. Et ce qu'on a trouvé que soit le marché est saturé, disons, dans les conversations que j'ai eues, soit avec vos collègues ou d'autres établissements, ou de l'autre côté, c'est des petites communautés qui se connaissent déjà. Donc, il y a beaucoup des étudiants et pas si beaucoup des employeurs dans une certaine région. Donc, avec la plateforme Ripen, on a essayé de trouver des projets en français à l'extérieur de l'Ontario. Donc, la plupart de nos projets proviennent de la région de Montréal. Donc, c'est une façon d'enrichir, je pense, l'expérience étudiante et de combler cette lacune. Oui, l'environnement hybride, comme tu mentionnes, joue un rôle clé parce que on le sait qu'on ne peut pas nécessairement atteindre tous les marchés quand on parle d'une mobilité physique, c'est-à-dire de faire en sorte que les stagiaires doivent se déplacer pour chaque expérience. C'est pas toujours faisable. Le développement ou la poussée de l'environnement hybride suite à la pandémie a fait en sorte qu'on a une ouverture à d'autres marchés, une plus grande ouverture à ces marchés-là et une plus grande flexibilité pour permettre à nos étudiants de vivre des expériences en français. Oui, exactement. J'ai une question plus générale, donc ça comprend tous les étudiants. Quelle serait, penses-tu, la prochaine étape à franchir dans votre établissement pour améliorer l'AIT en général? C'est de continuer d'offrir une multitude de possibilités pour les étudiants et les étudiantes. On le sait que, comme j'ai dit un peu plus tôt, la formule la plus connue d'AIT, c'est le modèle coop qui existe depuis plusieurs années ici au Canada et aux États-Unis. Par contre, la formule coop, elle est quand même rigide, elle est structurée, elle s'intègre pleinement au programme d'études des étudiants et des étudiantes. Il y a plusieurs autres formes d'AIT. Comme je disais, l'Association nationale en décrit 9 types d'AIT qui peuvent exister. Certaines de ces formules-là sont de plus courte durée, sont peut-être un peu plus flexibles, plus ponctuelles. C'est ce qu'on va voir, c'est qu'on veut continuer de développer ce menu d'expérientiel pour les étudiants et les étudiantes de sorte qu'ils arrivent à choisir ce qui fonctionne le mieux avec leur cheminement. Ils arrivent à peut-être choisir une ici, une expérience là. Vraiment, ce qui est important, c'est de bonifier ce menu d'expérience-là pour qu'il y ait une multitude de possibilités pour les étudiants, peu importe leur domaine d'études.
Oui, je pense qu'on voit aussi plusieurs des programmes liés à ça aussi, où le gouvernement essaie de soutenir des diverses formes d'apprentissage, soit expérientiel ou intégré au travail. Je pense par exemple au programme qu'on a collaboré avec Ripen maintenant, que je pense que je mentionnais à votre établissement aussi. C'était comme Level Up ou Advance Ontario, où les étudiants ont une chance égale de participer à un projet directement en se jumelant avec l'employeur. Et ça leur permet de soit avoir certains acquis qui sont reconnus par ces projets, parce que, disons, un étudiant qui est dans la comptabilité, ils ont des acquis dans le marketing, mais ils n'ont pas un certificat pour démontrer ces acquis. Ben voilà, avec ce projet-là, ils ont des badges, ils ont des différentes formules pour reconnaître ces acquis ou les approfondir ou les développer. Donc, ça permet une certaine flexibilité aussi, je pense. Oui, absolument. Et c'est ce qui est important. Les étudiants et les étudiantes doivent avoir certaines expériences qui vont leur permettre de se démarquer. Donc, à la fin d'un cheminement de 4 ans, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ou qu'est-ce qu'ils peuvent montrer qui fait en sorte qu'ils se démarquent? Évidemment, c'est un processus compétitif quand ils arrivent sur le marché du travail, qu'ils sont à la recherche de leur poste. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils se distinguent? Souvent, c'est au niveau de l'expérientiel. Quelles sont les expériences plus pratico-pratiques qu'ils ont eu la chance de vivre pendant leurs études? C'est ce qui fait en sorte qu'ils se démarquent. Et comme je disais, c'est pour ça qu'on veut venir à bout de bonifier cette offre de service-là ou cette offre d'AIT pour les étudiants et les étudiantes pour que, comme on le disait, peu importe leur domaine, ils réussissent à vivre des expériences qui vont leur permettre de rassembler ou de combiner la théorie à la pratique. J'ai une grande question pour toi, Marc-André, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaises réponses. C'est juste une question de perspective. Comment vois-tu l'avenir de l'apprentissage par l'expérience d'ici en 5 ans? Oui, bonne question. Ça évolue tellement rapidement. Mais ce que je vois, on a un peu parlé à la dernière question où on parlait un peu de cette flexibilité-là. C'est ce que je vois. On se dirige vraiment vers des formules flexibles, un peu un menu de choix pour les étudiants et les étudiantes pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent faire pour venir à bout de vivre ces expériences-là. L'autre chose, je pense, qui va influencer tout ça, c'est vraiment la technologie. Surtout au niveau de l'intelligence artificielle, les choses bougent énormément. Ça affecte la façon que nous, on travaille avec les étudiants et les étudiantes. Je pense qu'il va vraiment falloir que l'approche se développe pour qu'on puisse vraiment bien guider les étudiants avec ces outils-là pour qu'ils puissent comprendre comment les utiliser parce qu'il n'y a pas de danger de les utiliser. Pour moi, le danger, c'est de ne pas bien les utiliser. Le réflexe peut être facile et de dire, bon, l'outil me permet de répondre à une question, comme par exemple, si on prend le contexte d'une entrevue. Est-ce que je peux, pendant l'entrevue, tout simplement taper les questions, lire les réponses qui sont là? Oui, c'est faisable, mais ce n'est pas la bonne approche. Il faut vraiment qu'on montre l'avantage de bien utiliser ces ressources-là pour qu'on soit très connaissant au niveau des outils et qu'on puisse bien guider les étudiants dans leur développement de carrière avec ces outils-là qui peuvent leur permettre de réussir, mais il faut le faire de la bonne façon. Oui, tout à fait. Comme tu as mentionné, si on l'utilise d'une façon responsable, d'une façon responsable, je pense que c'est un excellent moyen d'enrichir l'expérience étudiante, de fournir plusieurs options sur le menu de choix que tu as mentionné. Mais oui, il y a toujours des opportunités à augmenter et améliorer l'expérience étudiante en utilisant la technologie aussi. Oui, et ces outils-là vont transformer la façon que nos futurs étudiants vont faire affaire avec les équipes de développement professionnel parce que plusieurs outils existent pour faire, par exemple, une révision de CV, une simulation d'entrevue, une recherche d'emploi stratégique. Mais comme je disais, l'outil comme tel, c'est une composante du processus. Je crois que nous, on peut quand même jouer le rôle de guider, de bien montrer aux gens comment pouvoir les utiliser, de les utiliser de façon efficace et responsable pour que, en les utilisant de cette façon-là, ils puissent voir les succès, ils puissent voir les retombées au niveau de leur recherche d'expérience AIT et de travail par la suite. Mais il y a une façon de le faire. Donc, pour nous, il faut rester un peu à l'affût de toutes ces technologies-là qui se développent. Il faut bien les comprendre. L'autre défi pour nous à l'Université
d'Ottawa, c'est de s'assurer que certaines de ces technologies-là puissent être offertes en français. Ça s'en vient. Il y en a plusieurs qui offrent une composante en français, mais il y a encore un certain retard pour certaines technologies. Donc, pour nous, c'est un autre défi. On veut pouvoir offrir ces technologies-là aux étudiants et étudiantes. On veut pouvoir leur montrer comment les utiliser, mais parfois, certains outils, s'ils ne sont pas disponibles en français et en anglais, on doit attendre, on doit faire attention parce qu'on veut toujours s'assurer d'offrir quelque chose qui est équitable pour nos francophones et nos anglophones. Oui, et quand tu mentionnes ça, je pense que ce serait intéressant encore ce concept de par et pour les étudiants. Ça pourrait toujours être un projet d'apprentissage intégré en travail où les étudiants travaillent avec les partenaires de l'industrie pour rendre ces outils accessibles. Oui, tout à fait. Il y a même une compagnie en particulier avec qui j'ai eu certaines conversations récemment pour pouvoir amener une certaine composante francophone à leur outil. J'espère que ça puisse se développer et que certains étudiants puissent y participer parce que, comme je disais, c'est vraiment important pour nous de pouvoir à la fois offrir les outils, mais les offrir en français et en anglais. Avec tout ça, l'autre chose que je vois vraiment dans les prochaines 5 années, c'est l'importance du badging et des certificats pour les étudiants. On le voit que les étudiants sont à la recherche de cette reconnaissance-là, une reconnaissance plus officielle. Donc, pas tout simplement le fait de pouvoir dire j'ai participé à, mais je veux une reconnaissance que j'ai fait tel développement, j'ai acquis telle compétence ou j'ai développé telle chose. Il y a beaucoup de ça qui se développe en ce moment que des étudiants et des étudiantes peuvent utiliser pour un peu se promouvoir ou un peu faire la promotion de leurs compétences et de leur profil. Oui, je pense sur ces fronts aussi, donc sur les fronts de l'apprentissage expérientiel, mais aussi sur ces fronts des microcertifications. Il y a toujours des travaux pour la sensibilisation des gens du côté établissement postsecondaire, mais aussi du côté des partenaires d'industrie. Donc, il n'y a pas manque de travail. Non, absolument pas. C'est fait une conversation super, super extraordinaire. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose de plus avant de terminer? Je pense que j'aimerais mentionner tout simplement un programme ou un modèle qui existe à travers le Canada, le modèle City Studio. Et ici, à Ottawa, le modèle en français, c'est Cité Studio, qui est développé. C'est un partenariat entre la ville, les institutions postsecondaires, pour vraiment venir à bout de répondre à des problèmes concrets qui existent au sein de la société et permettre aux étudiants de vivre une expérience active et de pouvoir travailler le développement actif de ces problématiques au sein de la ville. Donc, c'est vraiment un modèle qui permet de faire le lien entre la ville, les institutions postsecondaires, les étudiants pour qu'ils puissent travailler des problèmes réels au sein de leur société et se sentir au sein de leur communauté, c'est-à-dire et se sentir comme si ils ont un grand impact sur ce qui peut se faire et comment les choses peuvent changer dans la région. La façon que le modèle est un peu élaboré, c'est que la ville élabore les thématiques clés qui sont importantes à un moment donné. Et là, les universités font un certain jumelage avec des cours pour déterminer quel cours va offrir une composante expérientielle pour que les étudiants puissent activement travailler et développer quelque chose qui viendrait à bout de répondre à certains enjeux sociétaux ou communautaires. Donc, c'est vraiment une expérience concrète, dynamique, où les étudiants, les universités et la ville ont un impact réel sur ce qui se passe au sein de la communauté. Une super belle collaboration. Merci de l'avoir partagé. Je pense qu'on est rendu à la fin de notre épisode. Merci encore Marc-André de joindre à moi aujourd'hui et de partager ton expertise et ton expérience. C'est super, super apprécié. Et j'aimerais aussi ajouter pour notre public, il va y avoir un lien dans la description où vous pouvez vous inscrire à notre infolette Carrefour pour rester informé par rapport à ce qu'on fait dans l'apprentissage intégré au travail et tout à fait francophone de l'Ecampus Ontario aussi. Nous aurions aussi des liens vers des informations, des nouvelles et toutes autres ressources qu'on a mentionnées pendant ce balado, ainsi que vers le profil des médias sociaux de Marc-André afin que vous puissiez communiquer avec lui en ligne. C'est moi qui te remercie, Andrea. Je suis vraiment content d'avoir eu la chance de participer. Et puis, si certaines des personnes qui écoutent veulent plus d'informations sur ce qui se passe au niveau de l'AIT à l'Université d'Ottawa, s'il vous plaît, communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de vous appuyer, de vous guider au sein de nos processus et de voir si vous pouvez collaborer avec nous.
Ben, parfait. Merci encore, Marc-André. Merci à notre public de nous avoir écoutés. Je suis Andrea Krasnaï et c'était le Balado Campus numérique. Merci d'avoir assisté au balado du campus numérique d'eCampus Ontario, une émission qui s'adresse aux éducateurs et aux apprenants appelés à façonner l'avenir de l'enseignement supérieur à l'ère du numérique et à y participer. Si vous avez aimé cette émission, veuillez vous y abonner et en transmettre le lien à vos relations. Visitez notre site web et suivez-nous sur X et LinkedIn. Vous y trouverez plus d'informations, d'outils et de soutien pour naviguer avec succès la pédagogie numérique dans les milieux de l'éducation supérieure d'aujourd'hui et de demain. Financé par le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada. Les avis exprimés ne sont pas nécessairement ceux des sponsors.